Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Donc je vais commencer et laisser ensuite la Hassen compléter ou voir développer un point de vue différent sur cette question. Je suis Pierre Noisa, donc je suis entrepreneur du Bitcoin et blogueur sur le sujet du Bitcoin depuis une dizaine d'années. Donc j'y travaille à temps plein sur ces questions crypto-monnaies, aussi bien technologiques Bitcoin que Ethereum depuis une dizaine d'années pour Bitcoin et évidemment un peu moins pour Ethereum qui est venu après. Donc crypto-monnaie, technologie libre, oui c'est vrai, c'est un des changements apportés par l'invention de Bitcoin, c'est que du coup on a accès à une technologie qui permet de tenir les comptes pour une communauté de manière, je dirais, industrielle, mondiale, sécurisée. Et auparavant, avant cette invention, ça n'était pas possible. Il fallait faire appel à des technologies propriétaires, en gros les fournisseurs de logiciels des banques, et à telle enseigne que les fameuses monnaies locales qui se développaient avant que Bitcoin arrive, avant que les crypto-monnaies se développent, le modèle c'était plutôt des monnaies locales comme alternative aux monnaies traditionnelles. Et elles devaient s'appuyer sur des banques technologiquement pour faire fonctionner leur système. Donc, on voit bien que c'est le premier grand changement introduit par Bitcoin, et les crypto-monnaies qui l'ont suivi ont démontré ça en pratique, c'est qu'une communauté peut s'approprier une technologie pour développer sa monnaie sans demander la permission à un régulateur. Et c'est évidemment le changement sans doute sociétal, sans doute. Cette monnaie, du coup, ces nouvelles monnaies, ces crypto-monnaies sont centralisées ou décentralisées. Alors là, faut bien comprendre que la centralisation et la décentralisation sont des notions spectrales, c'est pas binaire. C'est-à-dire qu'on a une zone, on va du très centralisé au très décentralisé, mais en passant par toutes les nuances de gris. Et les nuances sont en général assez subtiles. Ça va dépendre à la fois du protocole et de la topologie du réseau. Quand je dis topologie du réseau, ça veut dire le nombre de nœuds, comment est organisée la validation des transactions, comment est organisée la distribution des transactions, comment est organisée la création monétaire. Donc tout ça va varier d'une crypto-monnaie à l'autre. Aujourd'hui, de la vie générale, Bitcoin est sans doute la crypto-monnaie la plus décentralisée à cet égard, parce que justement, elle est mondiale, elle est répartie sur l'ensemble de la planète, et il y a un protocole qui permet d'empêcher quiconque de prendre un contrôle durable du réseau. Je le dirais comme ça pour rester le plus neutre possible. Il y a d'autres protocoles qui offrent une décentralisation, je dirais, satisfaisante, mais qui sont moins bien protégés contre une possible recentralisation. Je pense notamment au réseau à preuve d'enjeu où on pourrait observer des prises de contrôle par l'acquisition des coins. Et il n'y a pas, dans ce cas-là, dans la preuve d'enjeu, de mécanisme pour casser, je dirais, cette domination d'un détenteur de coins. Donc ça, je pense aux preuves d'enjeu, ça concerne les blockchains, je dirais, à la mode, qui sont venus assez récemment, comme Tezos, Cardano, Solana, etc., ou Ethereum qui est en train de migrer d'un modèle à preuve d'énergie à preuve d'enjeu.
Donc la preuve d'énergie qui est très critiquée pour la consommation, l'utilisation de l'énergie, en fait cette utilisation a une finalité bien précise qui est de rendre possible une décentralisation durable, je dirais. Après, on pourrait parler je dirais de l'influence néfaste ou pas de tel ou tel système sur l'environnement. Là-dessus, les avis divergent, puisqu'il y a en gros le modèle proposé par Bitcoin, c'est celui d'une monnaie qui certes utilise de l'énergie, qui tokenise de l'énergie, mais qui est en quantité limitée, qui permet donc d'avoir une quantité limitée de monnaie en circulation. Et d'autres modèles de monnaie proposent des quantités possiblement illimitées, notamment évidemment les monnaies traditionnelles. L'euro prouvait notamment dans la crise du Covid qu'on pouvait en créer autant que nécessaire, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président. Et puis les crypto-monnaies donc à preuve d'enjeu peuvent aussi être créées en quantité limitée, puisqu'il n'y a pas réellement d'énergie qui est utilisée pour les créer. Donc qui est monétisé par ces nouvelles monnaies. Donc, dans le cas des monnaies à preuve d'enjeu, on a affaire aussi à un modèle de monnaie en quantité illimitée. Et la question, effectivement, c'est de se dire si on a des monnaies en quantité illimitée, on peut donc financer un nombre illimité de projets. Et donc, on n'est pas capable d'empêcher que des projets néfastes pour l'environnement soient financés. Et donc, c'est ce qu'on observe, puisqu'il y a des tas de projets très néfastes pour l'environnement qui se trouvent des financements et qui sont lancés. Les premiers projets les plus néfastes pour l'environnement étant les guerres, bien sûr. Les guerres étant financées par les monnaies traditionnelles. Alors, récemment, ça s'est un peu calmé. Il y en a peut-être un peu moins qu'au cours du XXe siècle. Mais enfin, ça reste le principal problème de la monnaie à quantité illimitée. Historiquement, elle a servi à financer des guerres. La guerre contre le virus, c'est un autre exemple d'application où là, ça peut paraître plus utile, effectivement. Dans la guerre contre le virus, on a aussi le besoin de créer de la monnaie. Et c'est ce que permettent ces monnaies dites élastiques en quantité illimitée. Donc voilà pour les crypto-monnaies. Elles se démarquent, dans certains cas, particulièrement pour Bitcoin, dans d'autres, comme les monnaies à preuve d'enjeu, elles se rapprochent des monnaies traditionnelles, mais toujours avec une possibilité pour une communauté de créer sa propre monnaie qui reste quand même l'avancée le changement sociétal le plus important, à mon avis, apporté par l'invention de Bitcoin. C'est la possibilité, encore une fois, de lancer une monnaie indépendamment, sans demander la permission à qui que ce soit. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je suis sûr qu'Hassen peut compléter ça. J'ai pris plein de notes déjà, Pierre, donc j'aurais même des questions à te poser aussi. Alors moi, je suis Hassen, je suis économiste, voilà, et contrairement à Pierre, je ne suis pas tous les jours, 24 heures sur 24, sur les crypto-monnaies. Je suis tombé dans la marmite vers 2015-2016, donc en plus, j'ai moins d'expérience que Pierre là-dessus. Et je suis tombé dedans parce que, comme j'ai découvert un peu par hasard, en fait, ça existait déjà depuis belle lurette, depuis 2009, 2008 même, si on part du texte de Satoshi Nakamoto. Et ce qui m'a fasciné, en fait, alors deux choses. La première, c'est cette tentative de produire une monnaie qui ne soit pas dans les formes connues, qui échappe complètement à l'autorité bancaire, à la centralité d'un État, etc. Donc ça m'a complètement perturbé. Donc j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu notamment savoir comment dans cette monnaie-là, on a pu reconstruire un système de confiance qui soit l'équivalent du système de confiance, entre guillemets, du système des banques qui nous transmettent la confiance, enfin, supposément. Et donc, je me suis demandé, mais quel était le système de confiance qui joue à égalité, comme ça, avec le système bancaire? Et la deuxième chose qui m'a énormément frappé, et là, je parle vraiment en termes généralistes, c'est l'extrême, comment je pourrais dire ça, transparence, ouverture. Tout est accessible, que ce soit le code, que ce soit les informations qui circulent, les transactions que nous faisons, les paiements que nous faisons, tout est au vu et au su de tout le monde, en fait. Si vous voulez, contrairement au système bancaire et aux monnaies bancaires, où si je voulais faire un virement à Pierre pour lui payer tel ou tel service, eh bien, ça se fera dans le secret de nos banques, en quelque sorte, et de manière un peu occulte, alors que pas du tout. Avec le Bitcoin, alors j'ai mon pseudonyme qui va apparaître aux yeux de tout le monde, le montant que je vais transférer, et aux yeux de tout le monde, il y aura aussi le code qui représentera le wallet de Pierre qui apparaîtra aussi. Donc tout ça m'a complètement presque bouleversé en fait. Et j'ai voulu en savoir plus.
Et alors, ça m'a amené à me poser une première question, avant même de savoir ce qu'étaient les crypto-monnaies. Je me suis déjà reposé la question à moi-même de ce que c'était que la monnaie. Et c'était une question assez fondamentale. En fait, je n'avais pas soupçonné à quel point elle était fondamentale, parce que jusqu'à présent, j'en étais resté à ce qu'on m'avait appris en fac d'éco. Et moi, en plus, j'ai fait l'université de Paris 1 en tant qu'étudiant, donc une fac assez, poliment, je vais dire, assez mainstream, on va dire. Et une fois, j'avais un collègue qui m'a présenté à des collègues à lui de la CGT, des chercheurs de la CGT, hein. Et il a dit, voilà, je vous présente Hassen, docteur ou doctorant à Paris 1. Et là, j'ai senti un gros silence. Je leur ai dit, mais attendez, je suis un hétérodoxe à Paris 1. Et ils m'ont dit, non, 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 même les hétérodoxes de Paris 1 sont des orthodoxes pour nous. Donc, vous voyez, je viens d'une fac assez carrée et on m'avait tout le temps dit, la monnaie, ça sert à mesurer la valeur des choses, ça sert à organiser les échanges et ça sert à faire de la réserve de valeur. Et quand je me suis reposé la question en étudiant le Bitcoin, je me suis rendu compte que cette définition ne tenait pas la route, parce qu'on me définissait juste les usages d'une monnaie sans me définir son essence même. Et quand on s'intéresse à l'essence d'une monnaie, on s'aperçoit très rapidement que c'est une croyance, que c'est un système de confiance qui provoque la croyance. Par exemple, si vous prenez un billet de banque je sais pas moi, de 100 euros, moi je sais très bien que intrinsèquement le billet de banque il vaut 1 centime, 2 centimes d'euros si je compte toutes les protections. Pourtant, Christine Lagarde l'a signé, la BCE l'a tamponné et tout le monde me dit que ça vaut 100 euros. Alors au début j'ai du mal à y croire, mais quand je vais au marché et que j'achète des marchandises, je vois bien que les vendeurs me donnent des marchandises d'une valeur de travail de 100 euros. Et donc c'est une folie collective, enfin une croyance collective qui est basée sur un système de confiance. Et donc si je devais définir la monnaie vraiment très rapidement, je dirais que c'est un système de confiance avec différents niveaux de confiance, qui repose aussi sur du monnayage, une croyance collective, et ça peut provoquer les 3 usages de la monnaie que j'ai indiqués tout à l'heure. Et donc, très brièvement, quand j'en suis revenu au Bitcoin et que j'ai commencé à m'y intéresser ainsi qu'aux autres crypto-monnaies, je me suis dit, mais quel est ce système de confiance? Alors peut-être que dans le public, vous êtes tous initiés, mais pour ceux d'entre vous qui ne savent rien, juste en 2 mots, eh bien, le système de confiance, il a été rebâti par l'infrastructure technique. Voilà, donc il y a un protocole à évoquer Pierre, il y a un système de stockage de l'information, et pas que de l'information d'ailleurs, sur des petits blocs qui se cumulent les uns sur les autres, qu'on va appeler la chaîne de blocs, la blockchain, et enfin, il y a des acteurs qui sont chargés d'authentifier les transactions et de faire tourner en quelque sorte la blockchain. Chacun d'entre eux dispose d'une version complète de la blockchain. Satoshi Nakamoto en 2008, donc le fameux concepteur inconnu de ce système, a dit « Je veux bâtir un système sans confiance ». C'est-à-dire qu'il fallait comprendre, d'abord, on ne fait plus confiance aux banques, on ne fait plus confiance à tous ces tiers corruptibles qui émettent de la monnaie n'importe comment, mais surtout, on ne se fait plus confiance à nous-mêmes. Donc, il va falloir en permanence prouver qu'on est digne de confiance, avec différents types de preuves, voilà, qu'a évoqué brièvement tout à l'heure Pierre. Et donc, ce système-là m'a énormément intéressé parce que, en quelque sorte, il se proposait d'être l'équivalent du système bancaire. En disant, ben voilà, on a fait une monnaie, on a fait un système dans lequel il faut prouver sa confiance, donc qui génère finalement de la confiance. Et le but maintenant, c'est de pouvoir exister sans aucune autorité orwellienne qui contrôle, etc. Alors, une des caractéristiques, évidemment, c'est cette fameuse centralisation, décentralisation. Donc, Pierre a évoqué qu'il y a tout un spectre, évidemment, selon les monnaies qu'on étudie. J'ai même vu dans certains articles, peut-être je parle sous ton contrôle, Pierre, mais j'ai même vu le terme distribué comme étant quelque chose d'encore plus fort que la décentralisation. Parce que, regardez, si je prends les réseaux, si je prends un des premiers réseaux qui avait été créé, comment il s'appelle, Sean Fanning, c'est le fameux étudiant aux États-Unis qui avait créé le premier réseau de peer-to-peer pour échanger de la musique avec ses potes sur un campus américain. Lui, c'était centralisé. Il avait appelé Napster, il avait son ordinateur. Bon, il voulait échanger avec une dizaine de potes. Résultat, entre 1999 et 2001, il a eu 80 millions de connexions. Ça a fait exploser le serveur de la fac. Voilà, mais ça, c'est centralisé. Dès que les syndicats des artistes et l'industrie de la musique s'est attaqué à ce gars-là, tout de suite, il a été traduit en justice et on a fermé. Les réseaux décentralisés, il y a quand même des centres. Juste, il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, il suffirait de les fermer les uns après les autres. Et on pourrait éventuellement fermer… le Bitcoin, c'est encore plus que ça, d'après ce que j'ai compris. C'est encore plus que décentralisé. Donc, appelons-le distribué, c'est qu'il n'y a plus de centre. Voilà. Il n'y a plus que des petits nœuds de mineurs partout. Vous pouvez fermer autant que vous voulez, il y en aura toujours, à moins de fermer tout Internet. Alors peut-être si on ferme tout Internet, je ne sais pas si Pierre sera d'accord, il n'y aura plus de crypto-monnaie, momentanément, le temps de… Oui, alors
Je veux juste apporter un petit rappel historique sur le distribué versus décentralisé. En fait, pour moi, le fameux registre distributeur de ledger technology, DLT, c'est une terminologie de banquiers centraux, en fait. C'est-à-dire que c'est les banquiers centraux qui ont sorti ce vocable pour ne pas employer justement le mot décentralisation. Donc, puisque eux-mêmes s'appellent banque centrale, ils ont bien compris que décentralisation, ça voulait dire un mouvement qui s'opposait à leur monopole. Et donc, rapidement, ils ont préféré en fait, créer un vocabulaire à eux, ex nihilo, qu'ils ont pu imposer dans les médias à cause de leur force de frappe médiatique et de leur contrôle à peu près total des médias, parce que vous savez que la plupart des médias français sont possédés au moins partiellement par des banques. Donc, ils ont placé deux mots pour diluer, je dirais, l'impact de Bitcoin et de la décentralisation. Donc, registre distribué au lieu de réseau décentralisé. Et aussi blockchain plutôt que Bitcoin, donc comme si on pouvait détacher la blockchain de l'invention de Bitcoin, alors qu'en fait, le mot blockchain seul ne veut rien dire. Il faut préciser de quel protocole on parle. On peut parler de la blockchain Bitcoin, de la blockchain Ethereum, de la blockchain Tezos, mais on ne peut pas parler de la blockchain comme quelque chose de générique, parce qu'il y a trop de différences en fait entre ces différentes blockchains. Donc, mais en utilisant le mot blockchain seul, sans prononcer le mot Bitcoin, évidemment, ils pouvaient communiquer sur la technologie sans nommer l'adversaire, je dirais, enfin ceux qu'ils voyaient comme l'adversaire. Donc, c'est juste pour dire de l'origine de ces mots-là, ce n'est pas du tout une terminologie d'ingénieur, c'est une terminologie pour moi de propagande. Et la propagande, elle est orwellienne, donc elle consiste, c'est la novlangue. Donc, il s'agit de renommer des choses, éventuellement pour leur faire dire le contraire de ce qu'elles signifient. Ça, c'est vraiment une logique totalement orwellienne. Donc, distribuer ou décentraliser. Moi, je préfère rester sur décentraliser. Je comprends. Et merci pour cet éclairage. Je vais y faire attention à l'avenir. Et voilà. Et donc, on se retrouve dans cette situation complètement inédite. Peut-être c'est unique dans l'histoire d'une vie, de voir l'émergence d'une monnaie. Parce que personnellement, je n'ai pas vu l'émergence du franc. On a vu la création de l'euro, mais l'euro est créé sur des monnaies préexistantes. On n'a pas vraiment vu l'émergence d'une monnaie avec des institutions propres, etc. Alors pour l'instant, je vous ai décrit que les institutions techniques. Après, on pourra peut-être développer plus le sujet et voir s'il faut d'autres institutions aux crypto-monnaies pour véritablement être concurrentiel des monnaies bancaires. Mais voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire monétaire. Et en plus, notre génération, nous les vivants aujourd'hui, on assiste donc à l'émergence d'une expérience unique qui n'a jamais existé avant, une expérience monétaire. Voilà. Et de plus, contrairement à ce que je peux lire dans certains articles, dans certains quotidiens, qui présentent souvent cette monnaie comme ultra privée et comme le contraire de la démocratie et du bien public, moi, de mon point de vue, elle m'a parlé plutôt comme justement donnée à tous, en fait. Elle est d'emblée publique, elle est d'emblée collective. Par nature, elle l'est. Peut-être les gens qui disent privé pour décrire le Bitcoin, veulent-ils peut-être écrire monnaie non bancaire? C'est peut-être ça qu'ils veulent dire en disant privé. Mais de mon point de vue, elle appartient à tous. Voilà. Alors, peut-être. Là aussi, Hassen, je pense que là aussi, la terminologie monnaie privée est typiquement de la novlangue de propagande, puisque bien entendu que l'euro est opéré par des banques privées, des banques commerciales, donc c'est bien la monnaie privée pour moi, l'euro. Et le Bitcoin, à l'inverse, est opéré par des citoyens au niveau, on peut l'opérer à l'échelon individuel. Donc, c'est par définition beaucoup plus proche, en tout cas, de ce qu'on pourrait appeler un bien commun, en plus en tant que logiciel libre, non imposé. Surtout, j'insiste aussi souvent là-dessus, c'est que les gens oublient que l'euro est imposé, c'est-à-dire qu'on m'oblige, moi, par exemple, à utiliser l'euro pour payer mes impôts. Et je suis donc obligé d'avoir un compte bancaire. On m'oblige aussi à recevoir mon salaire sur un compte bancaire en euros. Donc, il y a toutes sortes d'obligations que les gens ont oubliées, en fait, et qui fait que d'ailleurs, on peut même, à mon avis, on n'a même plus besoin de parler de confiance en ce qui concerne l'euro, parce qu'on ne nous demande même pas d'avoir confiance dans l'euro, puisqu'on nous l'impose. À partir du moment où la confiance n'a de sens que s'il y a une liberté de choix. À partir du moment où on enlève le critère de choix, il n'y a plus le critère de confiance, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se méfient de l'euro parce qu'ils observent les chiffres macroéconomiques de création monétaire, en temps normal, on est à 10%, à plus 10% de masse monétaire en plus chaque année, depuis des décennies, et quand il y a une crise, on monte à 30% de ce que moi j'appelle vraiment l'inflation, c'est-à-dire la vraie inflation, c'est l'augmentation de la quantité d'euros en circulation.
Donc, elle est plutôt entre 10 et 30% par an, et non pas 2%. Évidemment, on peut l'arriver à la mesurer à 2% si on enlève, on fait un panier où on enlève tous les trucs qui augmentent rapidement, ce qui est à peu près le principe du calcul de l'inflation aujourd'hui, ce qui est une fraude, à mon avis. La seule mesure de l'inflation, c'est la dilution, donc l'augmentation de la masse monétaire. Mais en tout cas, clairement, l'euro aujourd'hui, donc, est pour moi, en fait, c'est une crypto-monnaie. Le mot crypto-monnaie aussi est trompeur, et j'évite même de l'utiliser. Je préfère parler de Bitcoin, Ethereum comme des monnaies décentralisées. J'ai toujours parlé de monnaie décentralisée et jamais crypto-monnaie. La crypto-monnaie, encore une fois, c'est une terminologie plutôt introduite par les services communication des banques. Là encore, pour diluer l'impact de telle ou telle crypto-monnaie, ne pas faire la pub d'une crypto-monnaie, donc enfin d'une monnaie plutôt qu'une autre. Moi, je préfère parler de chaque monnaie dans sa spécificité, donc Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc. Mais tout ça pour dire que l'euro est une crypto-monnaie comme les autres, j'ai envie de dire, sauf qu'elle est sur une technologie obsolète, puisqu'elle n'est pas, elle, sur un logiciel libre fondé sur la blockchain et cette invention. Elle est sur des technologies obsolètes, et les CBDC dont on va parler, pour moi, sont juste une migration technologique. Et comme dans toutes les migrations technologiques va falloir faire, les banquiers centraux et les banques en général s'interrogent sur les conséquences de faire cette migration technologique. Mais à la base, une CBDC, c'est juste dire on prend l'euro et on le met en mode blockchain. Et donc, ça pose immédiatement la question de sa gouvernance, de son fonctionnement. Est-ce qu'on met des verrous? Est-ce qu'on fait des whitelists? Bon, Pierre, je pense qu'on est bon pour la deuxième question sur les CDBC. Oui, c'est vrai que j'ai fait. Ouais, donc je vais te laisser développer ça, Hassen, et je compléterai peut-être avec l'aspect plus. Et puis on a déjà des petits commentaires du public. L'euro est basé sur la dette, sur de la dette, et surtout venu d'Internet sans les institutions. Ça doit peut-être vouloir parler du Bitcoin. Le Bitcoin serait surtout venu d'Internet sans les institutions. Peut-être ça doit être ça. Oui, bah les CBDC en français. Donc là c'est le mot anglais, hein, Central Bank Digital Currency. Et en anglais, en français, ça serait MDBC, monnaie digitale de banque centrale. Alors, figurez-vous que de manière complètement surprenante et inattendue, alors que le projet lui-même était de créer un système monétaire qui soit complètement concurrent du système bancaire qu'on connaît tous et qui nous est imposé, eh bien, à notre grande surprise, les banques elles-mêmes ont considéré que finalement, ça pouvait être le fonctionnement décentralisé en utilisant une blockchain et du minage, ça pouvait tout à fait être conforme à leur monnaie privée. Et on pouvait tout à fait le rapatrier, par exemple, pour utiliser l'euro. Alors ceux qui ont les premiers en ont parlé, en ont eu l'idée. Moi, la première fois, j'ai vu un article de 2019 suite à un sommet BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine. Et c'était la Russie et la Chine qui disaient qu'ils allaient lancer ce projet de monnaie digitale de banque centrale. Alors, il faut comprendre digital comme crypto digital, c'est-à-dire vraiment l'utilisation d'une blockchain et du système qui a été décrit par Pierre. C'est complètement incroyable. Et l'idée, c'est finalement, c'est de reconnaître que la technologie qu'on a actuellement est obsolète par rapport à celle qui arrive dans le monde du Bitcoin et des autres monnaies. Et donc, l'idée, c'est de récupérer en quelque sorte les infrastructures de fonctionnement pour les appliquer aux monnaies banques centrales, qui restent réelles, les monnaies hégémoniques. Est-ce que j'ai bien résumé, Pierre? C'est un peu ça le principe des monnaies digitales. Tout à fait. Simplement, c'est un petit peu. Il faut bien mesurer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, il se passe deux choses quand les banques font cette migration technologique qui, franchement, s'impose, à mon avis. Mais il y a plusieurs conséquences, des effets de bord un peu négatifs pour eux. La première chose, c'est qu'ils valident totalement la technologie donc des crypto-monnaies en général, puisqu'on va avoir, après avoir dit que ça ne pouvait pas marcher, que ça allait être pas sécurisé. Enfin, on a entendu toutes sortes de ça. Que c'est l'argent de la drogue. Oui, enfin, plein de choses. Donc, on va redécouvrir grâce à eux qu'en fait, non, c'est très fiable, c'est très sécure et que c'est traçable. Donc, donc ça, c'est vraiment une conséquence immédiate, je dirais, de la chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a des monnaies numériques de
de cette sorte, on peut du coup les gérer directement de la banque centrale, de l'émetteur primaire, je dirais, à l'utilisateur final, sans passer par toute une tringlerie Alors justement, Pierre, je t'interromps là-dessus parce que donc j'ai ça interroge le rôle des banques commerciales dans Voilà. de premier rang et de deuxième rang, enfin entre la banque centrale et les citoyens. Bon, les papiers que j'ai lus de recherche, on va dire, sur ces questions, disent que on peut se passer des banques de second rang, comme on peut aussi les inclure dans l'équation. Et dans les différents scénarios qui étaient envisagés, bon, il y avait aussi la question de est-ce que la Banque centrale peut gérer comme ça des wallets de tous les citoyens? Est-ce que techniquement c'est faisable? Déjà, première question. Et deuxième question, si on maintient un rideau de banques de second rang, type BPCE, BNP Paribas, etc., est-ce que ces banques-là, comment dire, où s'arrêtera la monnaie digitale de banque centrale? Est-ce que ce sera que réservé aux relations entre les banques de second rang, et la banque centrale, ou est-ce que derrière, les banques de second rang elles-mêmes proposeront des wallets aux clients ou garderont une forme de monnaie privée comme elles ont actuellement? Voilà. Exactement. La question que tu poses, ils ont déjà répondu en fait en disant au début, pour le moment, ça va être entre la banque centrale et ses nœuds, je dirais, de premier et de deuxième rang, et ça n'ira pas jusqu'à l'utilisateur final. Moi, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, dans les diverses communications, parfois un peu contradictoires, mais enfin, quand même, qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils n'iraient pas jusqu'à distribuer à l'utilisateur final, ce qui est pourtant, à mon sens, le principal bénéfice de cette migration technologique, parce que sinon, si c'est juste des flux entre banques, l'impact macroéconomique est nul. Ils vont juste économiser des coûts de licence logicielle, ce qui est déjà pas mal. J'ai juste un doute sur le fait qu'ils vont les passer au client final, c'est-à-dire qu'on aurait des coûts inférieurs. J'en doute. Les banques, on fera tout le temps. Du coup, bah oui, c'est le problème d'un monopole, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'incitation à innover, et quand il innove, il ne transfère pas les bénéfices de l'innovation à la collectivité, il les garde pour lui. C'est le problème d'un monopole, et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à ce monopole. Mais tant qu'il y a un monopole, ils peuvent effectivement faire ça, et ils vont économiser des licences logicielles. Donc, je voulais dire ça. Pourtant, par exemple, je prends un exemple, c'est l'aide au développement. En France, je crois qu'on envoie à l'étranger à peu près 4 milliards d'euros chaque année dans le cadre de l'aide au développement, dans des pays donc plutôt défavorablement équipés, avec des réseaux bancaires plutôt corrompus, plutôt pas très performants. Et au lieu donc d'envoyer ces 4 milliards d'euros dans ces réseaux bancaires avec une possibilité de corruption, on pourrait les envoyer directement aux bénéficiaires, je dirais jusqu'au village, jusqu'au chef de village, ou enfin vraiment au bénéficiaire final. Donc, ce serait ça pour moi le premier intérêt d'une monnaie numérique de banque centrale. Mais c'est évidemment le sujet dont ils ne parlent pas, ces banquiers centraux. Mais c'est le sujet qui devrait être soulevé par les gouvernements, notamment le gouvernement français, qui donc dépense chaque année 4 milliards pour l'aide au développement. Donc ça, c'est juste un exemple très concret d'application d'une Bitcoin. Dans le cadre de l'aide au développement, ils pourraient envoyer des euros de cette façon, et ce serait évidemment résoudre le problème de la corruption qui a conduit certains chefs d'État africains, notamment je pense au Gabon, qui avait donc un hôtel particulier avenue Foch et toutes sortes d'autres choses, qui avaient été achetés clairement avec l'aide au développement, et le pillage des ressources naturelles éventuellement de ces pays-là. Donc je pense que le premier bénéfice des monnaies numériques de banque centrale, ce serait de mettre fin à la corruption par la traçabilité. Oui, puisque tout est traçable. Exactement. Donc ça va, mais évidemment c'est embêtant parce que ça coupe court, ça révélerait que toute cette propagande autour des soi-disant usages illicites est en fait totalement du vent. Là aussi, pour donner des chiffres, être un peu concret, les usages illicites pour les crypto-monnaies, ils ont été évalués avec pas mal d'études sur ce sujet, autour de 0,5% des transactions, les montants de transactions. Et dans le cas des moins que les monnaies bancaires. Voilà, les monnaies traditionnelles, on est plus proche de 5% en termes pour ce qui concerne. Et puis de toute façon, les trafics illicites, ils n'ont pas attendu Bitcoin pour exister. Voilà, il y a 10 fois plus d'activités illicites avec les monnaies traditionnelles qu'avec les crypto-monnaies. Donc là aussi, c'est pour couper court à ces soi-disant. Mais franchement, je comprends. Si tu es un trafiquant, tu préfères pas laisser de traces, donc tu préfères la bonne petite valise de billets de banque, monnaie banque centrale. Comme ça c'est transparent. Enfin, c'est invisible, je veux dire. Alors que si tu passes par le Bitcoin, par exemple, imagine toutes les traces que tu laisses partout, tout le temps, pour l'éternité.
inscrites dans les blocs. Donc exactement. c'est Et impossible. la monnaie numérique de banque centrale permettrait cette traçabilité, donc ce serait une bonne raison de l'utiliser pour le coup pour la distribution de l'aide au développement. Mais encore une fois, ça n'est pas à l'ordre du jour. Il ne parle que de transfert entre banques et banques centrales, donc c'est à mon avis pas très intéressant pour nous, pour les citoyens. Je vois une question sur l'article de Michael Saylor, l'interview de Michael Saylor sur Fox News qui a été traduite en français. Effectivement, partagez-vous son analyse. Alors oui, notamment quand il parle d'inflation, donc ce que je disais sur l'inflation, c'est complètement en ligne avec ce que dit Michael Saylor, c'est-à-dire que la vraie mesure de l'inflation, ça n'est pas le chiffre trafiqué que nous fourgue l'INSEE périodiquement avec un panier trafiqué pour qu'elle soit à 2%, enfin qu'elle plaise au gouvernement en fait, puisqu'il sert ces chiffres au gouvernement. Il s'agirait de mesurer exactement la quantité d'euros supplémentaires qui a été introduite dans l'économie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les chiffres sont plus proches de 10% en temps normal par an, 10% par an, et 30% pour les périodes de crise comme celle que nous vivons en ce moment. Je me pose une question depuis tout à l'heure. Donc, on a dit que le Bitcoin, dans notre première partie de débat, était vraiment partagé par tout citoyen qui veut soit l'utiliser, soit carrément y participer pour faire du minage, etc. Donc ça, c'est complètement accessible. La question que je me pose, c'est les banques centrales, quand elles vont faire leur MDBC ou CBDC en anglais, elles vont se baser sur quel type de mineurs? Est-ce que ça va être du minage privé, en quelque sorte, dans des réseaux fermés? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont aller vers les mêmes mineurs que ceux qui minent le Bitcoin et ceux qui minent l'Ether, par exemple, en demandant qu'ils acceptent aussi de travailler sur leur propre blockchain? A priori, il n'y aurait pas de minage. Moi, ma compréhension, c'est qu'il n'y aurait pas de minage sur les monnaies numériques de banque centrale. Il y aurait des signataires. Donc, on est sur un modèle plus proche du protocole dit à preuve d'enjeu, où il y a juste des signatures en fait sur les transactions. Il n'y a pas de preuve d'énergie. Donc, parce qu'en fait, la preuve d'énergie n'a d'intérêt vraiment que pour la décentralisation. C'est à ça que ça sert, c'est permettre la décentralisation et le fait que c'est une réserve de valeur aussi dans la durée. C'est les deux principaux avantages, je dirais, une rareté, la rareté, donc réserve de valeur, et la décentralisation. C'est ça, la preuve d'énergie sert à ça dans Bitcoin. Dans le cas de la monnaie numérique de banque centrale, il n'y a pas de problématique de décentralisation, évidemment, puisque c'est totalement centralisé. C'est la banque centrale qui crée le smart contract, donc du stablecoin en question. C'est un stablecoin, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Là aussi, pas de problématique de réserve de valeur, puisque le stablecoin, par définition, il ne tient pas la valeur dans la durée. Il est sujet à l'inflation, comme l'euro et le dollar. Donc, tout ça fait qu'il n'y aura pas besoin de preuves d'énergie. Il y aura juste des signatures qui seront les signatures des banques, soit des banquiers centraux, soit des banques qui tiendront des nœuds de ce réseau. Et alors, l'autre question que je me pose, mais je fais une réflexion à voix haute, mais je profite de ta présence, c'est, comment dire, les GAFAM, évidemment, qui s'intéressent aussi. Donc, il n'y a pas que les banques centrales. Là, pour le coup, je pense qu'on pourra parler de monnaie privée, pour le coup. Si les GAFAM s'emparaient, alors moi, j'en suis resté évidemment à Facebook avec son Libra, qui a changé de nom et qui n'est toujours pas sorti. Mais là, la question que je me posais, c'est que ça fonctionnerait un peu comme des monnaies digitales de banque centrale. Ça fonctionnerait sur du proof of stake. De toute façon, les GAFAM sont des États d'un nouveau type. Ils ont des citoyens qui sont, disons, délimités par des frontières qui ne sont pas géographiques, mais qui sont celles de leur propre des plateformes en question. Donc, mais ils sont, de par leur dimension et de leur pouvoir, ils sont ce sont des États. On a plusieurs citoyennetés aujourd'hui. On est à la fois la citoyenneté de son pays et la citoyenneté numérique avec différents États. On fait partie de différents États. On peut dire que Facebook est un État dans les États, en fait. Donc, et du point de vue monétaire, ils ont évidemment un pouvoir, une puissance comparable à celle des États en matière de R&D et de renseignement, enfin, dans plein de dimensions, et y compris dans le domaine monétaire, puisque effectivement, avec 1 milliard d'utilisateurs, on peut évidemment lancer une monnaie qui va être bien plus importante que, j'ai envie de dire, le franc suisse qui concerne quelques millions de personnes. Donc, clairement, les GAFAM sont un exemple. Là, pour le coup, le mot monnaie privée, comme tu dis, est tout à fait justifié dans ce cas-là, dans le cas des GAFAM. Mais là, ça serait terrible parce qu'avec le fait qu'on peut tracer tous les faits et gestes avec ces monnaies, dans les mains des GAFAM, je vois tout à fait l'horreur économique qui nous attend. En fait, on aura une sorte de double qui sera reconstruit par nos faits et gestes monétaires au sein de ces réseaux fermés de GAFAM.
Ah oui, tout à fait. Mais on peut considérer que les banques sont aujourd'hui des GAFAM, hein, d'une certaine manière, sauf qu'elles sont spécialisées dans le monétaire. Elles ne font pas autre chose que le monétaire, mais alors que les GAFAM sont plus dans des activités de gestion de l'information, je dirais. Mais le résultat, la finalité à la fin, c'est qu'il y a un contrôle de l'individu, effectivement, par la plateforme, puisque si tu ne contrôles pas la plateforme, c'est la plateforme qui te contrôle. Hein. Donc c'est clairement ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a cette nationalité, ces nationalités multiples, enfin, ces appartenances à des États multiples, c'est autant d'asservissements tant qu'ils sont centralisés. La seule antidote, la seule réponse à ça, c'est la décentralisation. Il ne faut pas avoir l'espoir de faire un Facebook centralisé qui aujourd'hui serait en mesure de faire contrepoids à Facebook en France, par exemple. Il faut faire du décentralisé. Mais malheureusement, les pouvoirs publics n'ont visiblement pas compris ça. Non, parce que les pouvoirs publics ont d'abord présenté le Bitcoin comme une menace à leur contrôle, alors qu'en réalité, moi, le sentiment que j'ai, c'est plutôt la vraie menace, elle vient du Libra ou du Diem, si j'utilise le nouveau nom de Facebook. Elle vient de là, la vraie menace. C'est vraiment ça qui menace véritablement leur hégémonie, leur contrôle, parce que à l'intérieur de ce réseau de GAFAM, je vois pas du tout comment un État peut contrôler ce qui s'y passe, fixer des règles. Et il me semble que le plus grand danger vient de ces monnaies basées sur la technologie qu'on vient de décrire, détenues par des acteurs privés. Ça serait le pire qui puisse arriver dans l'évolution. Je ne sais même pas si ça peut s'arrêter, en fait. Peut-être même pas l'arrêter. En fait, ce qui serait marrant, c'est effectivement si les GAFAM étaient dans offshore. S'ils étaient dans des juridictions offshore où il n'y a pas de monnaie et d'État fort, ce serait un vrai scénario. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les GAFAM, c'est soit aux US, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est les US. Ouais. Et là, il y a un État fort qui va les empêcher en fait de faire ça, parce que du coup, ils seraient en concurrence avec le dollar, en concurrence frontale avec le dollar en tant que monnaie mondiale. Et comme ils sont domiciliés, je dirais, aux US, eh bien, évidemment, la législation américaine est telle que ça n'arrivera pas en fait. Sauf s'ils décident d'ancrer d'une manière ou d'une autre leur monnaie privée sur notre technologie là, directement sur le dollar, et que ce soit une extension du dollar. Tout à fait. Les Américains pourraient très bien décider que le dollar étant chahuté par les crypto-monnaies, Bitcoin par exemple prenant le rôle de monnaie de réserve mondiale, ils utiliseraient à ce moment-là les GAFAM, la monnaie des GAFAM, pour continuer leur hégémonie. Ce serait un prolongement de leur hégémonie à travers les monnaies des GAFAM. Et c'est un scénario qui me paraît tout à fait plausible, qui pourrait se développer dans les années qui viennent. Ouais. Du coup, là, on est un peu à la frontière avec la question 3. Donc, je ne sais pas trop, attendez, il y a peut-être des questions... on n'a peut-être pas forcément répondu aux toutes premières questions. Hein. Le Bitcoin est venu d'Internet sans les institutions. Alors, comme je l'ai dit, les concepteurs du Bitcoin, donc appelons-les Satoshi Nakamoto, donc, parce que je ne sais pas vraiment qui il est ou qui sont-ils, ils ont d'emblée voulu construire des institutions, sauf que leurs institutions à eux, elles sont techniques. C'est l'infrastructure qu'on vient de décrire avec Pierre. Satoshi Nakamoto, par exemple, avait un gros problème, c'était qu'il ne voulait pas qu'on duplique les bitcoins. Un peu, vous voyez, avec l'informatique, si j'envoie un fichier à Pierre par mail, eh bien, le fichier, je l'ai encore dans mon ordinateur et Pierre l'aura aussi dans le sien. Il peut l'envoyer à un ami et on peut dupliquer à l'infini les fichiers numériques. Et donc, lui, son but, c'était de créer toute une infrastructure technique qu'on peut appeler institution, dans le but, par exemple, d'éviter le double monnayage, c'est-à-dire un bitcoin est un bitcoin, ce n'est pas un bitcoin qu'on peut dupliquer au gré des envois par mail, etc. Donc oui, c'est peut-être venu d'Internet, mais c'est venu aussi avec une construction institutionnelle propre qu'on va appeler infrastructure technique. Il faut vraiment envisager cette infrastructure comme une institution. Alors, après, de mon point de vue, elle n'est pas suffisante, bien entendu. Peut-être qu'il faut l'augmenter, notamment avec des institutions entre humains, des institutions sociales aussi, qui sont peut-être même capables de décider collectivement de modifier cette infrastructure. Par exemple, Pierre, je pense par exemple au débat qu'il y avait à une époque sur la taille du bloc du Bitcoin, et où les développeurs s'étaient fâchés entre eux. Bon, eh bien, les institutions techniques bâties par Satoshi Nakamoto ne peuvent pas résoudre une dispute humaine. Et c'est pour ça que peut-être il faudrait des institutions humaines. Alors, dans l'exemple que tu prends, justement, ça s'est résolu. C'est ça qui est intéressant. Ah ben, ça s'est résolu. Ah ben justement. Alors, vas-y. Ça s'est résolu. Donc, il y a les gens, les big blockers, comme on dit, qui voulaient augmenter la taille des blocs. Donc,
moi, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais globalement, le débat, c'était encore une fois sur la décentralisation. C'est-à-dire que les chaînes qui demandent des ressources de minage très importantes, comme Ethereum ou d'autres, finissent par être centralisées parce qu'il y a trop peu de gens qui peuvent faire tourner des points relais, des points de validation de la monnaie. Donc, c'est le problème d'Ethereum en particulier, c'est une faiblesse de la décentralisation. Et ça aurait pu être celui de Bitcoin si on était parti sur des big blocks. Donc, il y a des gens qui ont lancé un fork, ce qu'on appelle un fork, donc une alternative à Bitcoin. On peut toujours copier Bitcoin et essayer de faire concurrence à Bitcoin. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que ça végète complètement, ça n'a jamais rattrapé évidemment Bitcoin. C'est-à-dire que le rapport entre la capitalisation des deux monnaies, aujourd'hui, je crois, de 1 à 100, enfin, on est dans un rapport de moins de 1% pour cette. Donc 99%, je dirais, de l'écosystème Bitcoin est resté sur. Donc il y a eu un vote, le marché, où les Bitcoiners, en tout cas, ont voté. Et le résultat du vote, ça a été 99% et 1%. Donc ça se résout par l'expérience. C'est comme tu le disais, c'est une expérimentation. Donc on est dans une démarche scientifique. Hein. Je rappelle que, comme tu dis, la double dépense, par exemple, le fait de ne pas pouvoir copier une information, c'est l'invention de Bitcoin avec la preuve de travail, la preuve d'énergie. Et c'est en fait donner à une information les mêmes caractéristiques qu'une quantité d'énergie, ce qui, du point de vue scientifique, est super intéressant, puisque la différence entre l'information et l'énergie est évidemment, il y a des liens très forts entre la notion d'information et d'énergie. Le lien, c'est l'entropie, dans la science de l'énergie, ce qu'on appelle l'entropie. Et la seule chose qui permet de distinguer l'information de l'énergie, c'est le fait que l'information peut être dupliquée et l'énergie ne peut pas l'être. C'est le principe de conservation de l'énergie. C'est la seule chose qui permet de distinguer vraiment fondamentalement l'information de l'énergie. Et Bitcoin se situe tout près, en fait, de l'énergie. C'est une forme d'information, parce que une transaction, ça reste de l'information. C'est pas de l'énergie. Comme on dit, on peut pas se chauffer avec un Bitcoin. Mais par contre, on peut le rendre non copiable comme si c'était de l'énergie. Et ça, c'est vraiment l'avancée scientifique, je dirais, de trouver une information qui soit pas copiable. C'est effectivement une prouesse technologique de ce point de vue-là, et même une sorte de fun fact, enfin d'animal étrange dans le paysage de la science de l'énergie. Tu sais que tu es le seul que je connaisse qui applique la loi de l'entropie et la loi de la conservation au Bitcoin. J'ai pas trop lu de papier là-dessus, sauf les tiens, sauf tes travaux. Oui, je rapproche les deux domaines parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de la monnaie, il y a beaucoup de gens qui parlent de la science de l'énergie, mais il y en a peu, enfin moi j'en ai pas encore trouvé qui parlaient je dirais, correctement des deux, parce que j'ai vu des gens qui en parlaient, mais en faisant des erreurs, dans un sens ou dans l'autre, et parfois des gens très, très bien intentionnés ou très, très brillants. Donc, je pense que c'était important, mais si je le fais aujourd'hui, je peux le faire peut-être mieux que précédemment, c'est parce qu'il y a Bitcoin, justement. C'est-à-dire qu'il y a une expérimentation qui permet de valider le lien entre monnaie et énergie, et surtout d'expérimenter avec ce lien. Et ça, c'est très intéressant. En gros, on a mis en évidence 3 formes de monnaie. Il y a eu la monnaie matière première avec l'or, le coquillage, l'or, ça c'est l'historique de la monnaie. Après, il y a eu la monnaie que j'appelle, tu disais, c'est une dette. Donc une dette, c'est une promesse d'énergie future, parce que l'emprunteur va devoir rembourser, donc fournir une énergie du travail, donc c'est une quantité d'énergie pour rembourser la dette. Et la monnaie preuve, donc ça c'est Bitcoin. Et les crypto-monnaies en général, ce sont des monnaies preuves puisqu'elles apportent une preuve d'énergie. Dans le cas de Bitcoin, alors, dans certains protocoles, l'énergie est descendue à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les signatures. Mais dans le principe, la construction, c'est quand même des monnaies preuves, mais avec une énergie à 0, avec le curseur de l'énergie à 0. Mais globalement, donc, il y a ces 3 catégories de monnaies: matière première, monnaie promesse ou monnaie preuve. Et promesse d'énergie ou preuve d'énergie. Je suis complètement d'accord. Je reviens juste un petit temps en arrière. J'avais gardé en mémoire quelque chose que je voulais dire. Quand tu parlais des forks, ça me semblait compliqué pour les gens qui ne connaissent pas les crypto-monnaies. Donc, je vais traduire avec mes mots et tu vas me dire si tu es d'accord. Et ça me permettra justement de montrer une petite insuffisance du Bitcoin en termes institutionnels. Donc, comme je vous l'ai dit, on a bâti une infrastructure, on gère le Bitcoin par l'infrastructure technique. Voilà, comme si cette infrastructure représente une institution qui serait l'équivalent de la Banque centrale et de ses banques. Ok, sauf que Pierre nous explique, oui d'accord, mais il y a une dispute, ensuite on vote, on propose des améliorations du Bitcoin, on échange sur des réseaux sociaux, on fait même des conférences entre nous, et puis à la fin, on fork, il a dit.
Là, pour le coup, c'est un hard fork, un vrai fork. Mais si je traduis dans mes termes à moi, ça veut dire on divorce. À bout d'un moment, on divorce. Et Pierre, tu prends ton bitcoin à toi, moi je prends mon bitcoin, j'augmente la taille du bloc, et voilà. Et bien, oui, et un schisme, un divorce. Mais qu'est-ce que c'est que le divorce, si ce n'est la résolution d'un conflit et la constitution de 2 nouvelles communautés avec des règles propres, spécifiques, fonctionnelles, et même peut-être des règles d'interaction entre ces communautés. Donc un divorce, si je peux me permettre cette analogie, c'est un peu une institution, c'est l'institution du divorce, l'institution du fork. Et pourquoi je réagis comme ça? Parce que quand il y avait eu cette dispute, c'était à peu près le moment où je commençais à m'intéresser au Bitcoin, donc je suis déjà tombé en plein dans la dispute. 2017. Je me suis souvenu d'une Italienne, je me souviens de son prénom Primerva, son nom de famille, c'était Filippetti ou quelque chose comme ça. Et dans un papier, en Italie, elle disait, enfin traduit en anglais, elle disait, bah voilà, c'est la preuve que le Bitcoin va disparaître, il va échouer. Et ça, cette conclusion-là m'avait un peu choqué. Alors, je lui dois quand même le fait qu'elle m'avait décrit ce qui était en train de se passer, donc je comprenais mieux grâce à son papier. Mais sa conclusion m'a choqué. Et du coup, moi, je ne fais pas la même interprétation de ce que tu as dit, Pierre. C'est-à-dire, je fais la même interprétation que toi, mais je vais un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que tous les éléments que tu as dit de résolution de ce conflit, jusqu'au fork, pour moi, j'y vois l'émergence d'une autre forme d'institution, qui n'est pas celle prévue par Satoshi Nakamoto, qui est une institution sociale. J'y vois des formes pré-institutionnelles et qui s'ajoutent en fait à l'infrastructure par la gestion par l'infrastructure, la gouvernance par l'infrastructure. Et bien là, ce que je vois, c'est que s'ajoute progressivement une gouvernance de l'infrastructure. Alors, qui définit des règles de fonctionnement, qui est une institution en train d'émerger, et c'est peut-être l'étage, de mon point de vue, qui manquait dans la création de Bitcoin pour qu'il devienne véritablement une monnaie institutionnalisée. Tu vois ce que je veux dire avec les 2 étages, les institutions techniques et les institutions sociales. C'est peut-être là, je divague peut-être un peu, je vais peut-être un peu trop loin, mais voilà ce que je voulais ajouter peut-être en complément de ce que tu as dit. J'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a une communauté Bitcoin qui est effectivement, il y a des sous-communautés à l'intérieur de la communauté Bitcoin. Oui. Effectivement, si tu appartiens à la communauté des développeurs du corps, du client core de Bitcoin Core, donc vraiment le client qui fait tourner le réseau, effectivement, tu appartiens à une sorte de clergé, je dirais, du Bitcoin, parce que si c'était une religion, ce serait un peu le clergé, dans le sens que c'est vraiment les gens qui sont les plus proches de maîtriser le réseau. Mais pour autant, il y a des contre-pouvoirs, et c'est ça sans doute la différence avec. C'est pour ça que c'est une institution. Si c'est une institution, c'est, je dirais, l'institution idéale parce qu'elle fonctionne de manière informelle et de manière vérifiable, expérimentalement. Depuis 10 ans, on voit bien que ça marche. Et pourquoi? Parce qu'il y a des contre-pouvoirs, notamment. Donc, j'ai parlé des développeurs. Moi, je dis les 2 autres contre-pouvoirs, ce sont les utilisateurs. Parce que si les utilisateurs cessent d'utiliser le réseau, ben, les développeurs travailleraient pour rien. Donc, ils ont beau faire un nouveau Bitcoin, si les utilisateurs prennent pas. Il faut que les utilisateurs suivent. Et l'autre contre-pouvoir, c'est un triptyque pour moi. Et l'autre contre-pouvoir, c'est les mineurs, c'est-à-dire les gens qui valident les transactions, qui ont aussi un pouvoir puisqu'ils ont investi du matériel, ce que les autres communautés n'ont pas, les 2 autres sous-communautés n'ont pas fait. Eux, ils ont investi dans du matériel pour miner et valider les transactions avec la preuve d'énergie. Donc, il y a bien ces 3 communautés qui interagissent dans un cercle vertueux et qui de faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein. Les communautés sont sous contrôle des 2 autres, dans le cas d'un triptyque. Et ça, c'est une forme de gouvernance extrêmement efficace à l'expérience, hein, parce qu'au début, on ne pouvait pas le savoir. Hein, parce que ça marche au bout de 10 ans et après, justement, des étapes comme Bitcoin Cash, enfin le fameux hard fork sur la taille des blocs, etc. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de Bitcoin. On voit bien que ça marche et c'est ça qui est super intéressant, parce que ça marche de manière informelle. On a 2 questions, enfin, une très longue question de Masque sur un Frexit basé sur un franc ressuscité et une zone franche pour attirer les bitcoiners, les développeurs qui ne seraient plus taxés à 30%. Est-ce que cela accélérerait le développement de Bitcoin en France et permettrait à la France de jouer jeu égal avec la Chine, l'Inde? Je ne sais pas très bien si je peux. On peut en rêver, mais compte tenu que la France est quand même l'un des pays de l'OCDE, je crois, où les taux de prélèvement obligatoires est le plus élevé dans l'OCDE, j'ai peu d'espoir qu'on s'aligne sur le Portugal, je crois, qui est à 0%. Donc, on est à 30%, effectivement, avec la fameuse flat tax. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous payez vos impôts avec les bitcoins, donc vous êtes obligé de vendre année après année, en fait, le taux monte à 50%
si on a à ce moment-là une série géométrique de raison 1 tiers à peu près, donc on est ça converge vers à peu près la moitié, donc on prend la moitié en fait de ce que vous avez, l'État in fine va vous demander 50% de ce que vous avez dépensé en Bitcoin comme plus-value, enfin, ce que vous avez touché comme plus-value une année. Donc c'est considérable. Oui, ça pourrait être mieux, mais il faut faire avec. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trop de contrôle, sauf à déménager pour le Portugal ou d'autres cieux, ce qui est toujours possible. Et je vois une autre question, Hassen, sur est-ce que l'écosystème Bitcoin peut être néganthropique? Alors, déjà qu'on a du mal en général à expliquer ce que c'est que l'entropie, alors j'évite justement d'utiliser Mais négatropique, c'est quoi? Alors, du coup, c'est transformer de la haute entropie en basse entropie? Voilà, l'information, c'est de l'entropie négative. Apporter de l'information, c'est diminuer l'entropie, puisque l'entropie se définit comme une mesure de l'incertitude de l'observateur quant à l'évolution de son environnement observable, justement. Donc, plus on a d'informations sur son environnement, plus on abaisse son entropie et plus on a du bien-être. Donc, néganthropique, ça veut dire... Enfin, si on le traduit, ça veut dire qu'on est justement, ça tend à réduire le stress finalement des participants, puisqu'on met de l'ordre dans un monde chaotique. Dans un désordre. Bon, c'est des questions un peu abstraites, donc je vais pas, et un peu philosophiques après qu'on peut traiter, mais c'est peut-être pas, dans le temps. Mais de toute façon, c'est peut-être la bonne introduction vers le bien commun ou l'asservissement. Alors, les crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres, on peut dire que c'est des biens communs. On l'a illustré de maintes manières depuis le début. Peut-être j'ajoute, je pense à ton exemple de l'aide publique au développement. Avant même de parler des monnaies digitales de banque centrale qui vont apporter cette aide, on peut déjà dire que Bitcoin a fait une révolution. Tous les gens exclus du système bancaire, des systèmes de paiement, etc., notamment dans les pays en développement, dans lesquels n'existe parfois pas de réseau bancaire, d'un seul coup, on assiste à une inclusion monétaire grâce à Bitcoin, où ils peuvent néanmoins réaliser des transactions, recevoir des fonds d'un proche à l'étranger, etc. Donc, d'une certaine manière, quand même, Bitcoin réalise une petite révolution là, en termes sociaux. Tu as raison de souligner ça, parce que en fait, Bitcoin, ça va faire pour les services bancaires ce qui est arrivé pour la téléphonie dans les pays émergents. C'est-à-dire que dans les pays émergents, les gens sont passés de « j'ai pas de téléphone » à « j'ai un téléphone portable ». Alors qu'en Occident, les gens sont passés de « j'ai pas de téléphone » à « j'ai une ligne fixe ». Et ensuite, j'ai une ligne fixe, j'ai une ligne de portable. Dans les pays émergents, ils passent directement de « j'ai pas de service financier » à « j'ai un wallet Bitcoin et je peux transacter avec mon voisin, avec le village voisin, etc. » Donc, ils ne passent pas par la case compte bancaire. Donc, c'est ça qui va se passer sans doute. Le téléphone fixe, c'est le compte bancaire traditionnel. Et Bitcoin, effectivement, ça se passe sur le mobile pour des usages de paiement, en tout cas. Et sur le mobile, effectivement, c'est ce dont ils n'ont pas besoin de passer par cette étape. J'ai un compte bancaire. En plus, pour certains, ils n'ont pas forcément un système d'identité qui est adapté justement au compte bancaire traditionnel. Donc, c'est aussi une manière de résoudre ce problème de l'identité, le téléphone portable. Et c'est ce que permet aussi Bitcoin en donnant à chacun des clés privées et qui vont leur permettre, par exemple, de signer des choses, pas seulement des transactions Bitcoin, mais éventuellement des contrats, etc. Donc, tout ça, c'est encore une fois une étape, une conquête, je dirais, du logiciel libre. Parce que si on avait attendu les gouvernements ou les institutions comme l'ONU ou je ne sais pas quoi pour mettre en place ce genre de système, on aurait pu attendre longtemps. Avec 250 pays dans le monde, c'est quasiment impossible de mettre tout le monde d'accord. Donc, la technologie libre comme Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est ça que ça permet de résoudre. C'est en ça que c'est un bien commun, c'est que tout le monde peut se l'approprier. Et du coup, on gagne probablement plusieurs décennies par rapport à un projet qui serait centralisé entre les États. Bon, il y a d'autres exemples, par exemple le système GPS européen, qui est un autre bel exemple de difficulté qu'ont les États à coopérer entre eux sur des grands projets comme ça, avec une empreinte globale.
Bitcoin s'affranchit de tout ça et les crypto-monnaies s'affranchissent de tout ça en tant que logiciel libre. Donc, dans ce sens, c'est vraiment un bien commun pour quiconque regarde ça de manière objective. Après, il y a des tas de gens qui veulent dénigrer, évidemment, c'est le lobby bancaire veut dénigrer, donc ils vont dire que c'est un asservissement. C'est pour ça qu'on a cette question. Parce que je ne vois pas dans quelle dimension ça pourrait être un asservissement, franchement. Alors, attends, je vais développer le point de l'asservissement dans un instant. Je voulais te donner un témoignage. Il se trouve que ce matin même, j'ai donné un cours de décryptage de l'actualité économique. Ce n'est pas dans ma fac, c'est dans un institut qui s'appelle IRIS. J'aime bien ce cours. Il n'y a pas beaucoup de séances dans l'année et j'ai décidé de leur parler du Bitcoin, peut-être parce que je savais que j'allais débattre avec toi, Pierre, donc je voulais m'échauffer un tout petit peu ce matin. Donc, j'ai décrypté en quelque sorte la crypto-monnaie. Et figure-toi que dans la salle, donc il y a plusieurs réactions, surtout des réactions de gens qui ne sont pas du tout pour le lobby bancaire ou quoi que ce soit, vraiment des questions de pédagogie. Et une jeune fille m'a demandé ce matin, elle m'a dit, mais écoutez, Monsieur Slim, vous vous documentez, vous savez, et donc vous avez appris à créer un wallet, etc. Mais le commun des mortels, la citoyenne que je suis, ne comprend rien et trouve que c'est très compliqué. Et donc je me disais, est-ce que d'abord c'est vraiment très compliqué que d'y accéder? Moi je me rends plus compte puisque j'ai basculé de l'autre côté, j'ai compris un peu quoi. Ou est-ce que, enfin je veux dire, que faudrait-il faire pour que ça devienne vraiment un commun vraiment accessible? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque de la pédagogie? Qu'est-ce qui manque réellement? Ou une simplification technique? Si j'étais taquin, je demanderais à cette jeune fille combien d'heures par semaine elle passe à regarder des séries sur Netflix et je lui dirais qu'elle prenne 10% de ce temps pour se former au numérique. Et je pense qu'au bout de quelques semaines, elle aurait tout compris. Donc, je pense que non, je suis taquin, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la liberté a un prix. Donc la liberté se conquiert, personne, elle tombe pas du ciel, elle se conquiert essentiellement par l'éducation. Donc effectivement, l'éducation au numérique est une étape, je dirais, incontournable. Alors plus tôt on le fait, mieux c'est. Pour moi, j'ai un petit garçon de 9 ans, je pense que cette génération-là, ils seront tombés dedans quand ils sont petits, donc ce sera pas un sujet pour eux d'utiliser les crypto-monnaies, mais pour une jeune femme, en l'occurrence, dans ton public d'étudiants, je dirais qu'elle n'a pas d'excuse pour ne pas se former, parce que ça reste quand même jeune, elle a le temps de le faire. Encore une fois, il suffit de savoir se donner des priorités, et je pense que la souveraineté numérique doit être une priorité de tout un chacun, du simple point de vue du maintien de la démocratie. Si on est asservi par des plateforme centralisée, le seul moyen d'y échapper, ce sera la souveraineté numérique, défendre la souveraineté numérique, défendre les logiciels libres, défendre les crypto-monnaies, boycotter au maximum les GAFAM, préférer les alternatives décentralisées, préférer les crypto-monnaies aux monnaies centralisées, etc., etc. Donc, c'est une démarche, je dirais, de responsabilité citoyenne. Et ma responsabilité, par exemple, à moi, c'est effectivement de faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on parle ensemble ce soir, Hassen, pardon, sur ces sujets, parce que toi aussi, tu le fais de manière bénévole. J'entendais l'autre jour quelqu'un parler du lobby Bitcoin. Ça me faisait rire, parce que le lobby Bitcoin par rapport au lobby bancaire, c'est quelques entrepreneurs. Donc, si c'est ça le lobby Bitcoin, je veux bien être. Mais c'est add insult to injury, comme on dit en anglais. Hein. C'est ça qui est déroutant, c'est que tous les deux, finalement, on arrive à des positions à peu près comparables, hein, avec des cheminements différents. Et vraiment, moi, je suis allé, j'étais ni pour ni contre, en fait. J'étais plutôt intrigué par cette expérience. Vraiment une expérience complètement inédite. Alors néanmoins, je vais te donner une petite liste d'arguments qui disent que c'est un asservissement, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas été chercher loin, j'ai été chercher dans le Monde de ce week-end, hein, du dimanche lundi, donc tu connais l'article aussi. Donc monnaie privée, ça on l'a évoqué. C'est une monnaie privée, donc c'est pas bien. Donc on a un peu remis en cause cette approche. Ah oui, il n'y a pas de fiscalité, soi-disant. On ne paye pas de fiscalité, elle échappe à toute fiscalité, donc remet en cause le ciment. C'est le problème des gens qui n'utilisent pas, qui parlent de des choses. La même remarque. Parce que s'ils l'avaient utilisé, ils sauraient qu'il y a une fiscalité, je pourrais leur en parler, parce que les clients de mon entreprise payent des impôts, voilà, tous ceux qui utilisent les crypto-monnaies payent leurs impôts. Absolument, et même acheter des marchandises en crypto-monnaie provoque le paiement de la TVA sur les marchandises que vous avez achetées. Et comme c'est traçable, il y a sans doute il y a évidemment beaucoup moins de fraude que sur d'évasion. Il faudra leur répondre au monde. Hein.
Problème écologique, est-ce que c'est pas un asservissement écologique? C'est exactement le contraire. Là aussi, c'est un contresens, mais les articles du Monde sont souvent pleins de contresens sur ce sujet. Sur la description de la planète, l'épuisement des ressources de la planète, c'est lié à la monnaie en quantité illimitée, comme je le disais, puisqu'on peut donc financer tous les projets de forage pétrolier. S'il y a un étalon monétaire énergétique, on peut on peut commencer à remettre un peu de raison dans les financements de projets et la mesure des flux d'énergie et donc un meilleur contrôle de l'économie sous l'angle environnemental. C'est évidemment pas possible avec des monnaies comme les monnaies traditionnelles ou même les crypto-monnaies qui s'affranchissent de l'étalon énergétique, contrairement à Bitcoin, puisque ces crypto-monnaies qui soi-disant seraient écologiques le sont en fait moins que Bitcoin puisqu'elles permettent de financer n'importe quel projet en théorie. Et là, on n'a même pas parlé des monnaies bancaires, mais moi, je serais curieux de savoir l'émission de tonnes de CO2 du système bancaire traditionnel. On a des chiffres là-dessus, c'est à peu près 2 fois plus que le minage de Bitcoin. Alors, la critique en général, c'est de dire oui, mais le système bancaire traite plus de transactions de Bitcoin, sauf que le système Bitcoin, l'utilisation d'énergie par Bitcoin n'est pas liée au nombre de transactions qui sont traitées sur le réseau Bitcoin, puisqu'il y a notamment le Lightning Network ou d'autres technologies de passage à l'échelle qui n'impliquent pas du tout de mining supplémentaire. Donc, et encore une fois, les gens qui en parlent ne connaissant pas la technologie, d'ailleurs ne sont pas intéressés par la réponse. Ils veulent juste propager des idées fausses pour servir un agenda qui leur est propre. Donc on est dans l'idéologie et il n'y a pas de place pour le débat. Donc, mais c'est important que ceux qui nous écoutent aient ces éléments factuels pour comprendre que quand ils lisent ces articles, c'est vraiment de la propagande. Alors je termine l'article, et ça sera un asservissement aussi parce que 2% des comptes, enfin des wallets, détiennent 95% des bitcoins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, utilisateurs, quand on y va, on rentre déjà dans un monde encore plus inégalitaire que celui que nous construit notre. Oui, alors ça aussi, c'est une erreur un peu de débutant qui est faite par ces auteurs dans le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'une adresse correspond à un seul utilisateur, alors qu'évidemment, les adresses, par exemple, dans les plateformes qui se développent, mais qui, contrairement aux GAFAM, sont en vraie concurrence, il n'y a pas la situation qu'on a sur le monopole de la recherche, par exemple, des page web de Google sur le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin étant ouvert, il y a une vraie concurrence, mais évidemment que les adresses peuvent correspondre à des milliers, voire à des millions de clients. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent les 2%, mais si c'est 2% des adresses qui tiennent 90% des fonds, ça ne veut absolument rien dire sur la distribution des fonds, puisqu'elles ne sont pas liées forcément à... Il y a des adresses qui peuvent être donc partagées par un grand nombre d'utilisateurs dans le cas quand on utilise une plateforme. Mais ça rejoint vraiment le ressenti que j'ai. Effectivement, je ne considère pas le Bitcoin comme un asservissement. D'ailleurs, moi-même, j'y vais volontairement. Je l'utilise. Personne n'est obligé de l'utiliser, exactement. C'est ça. Donc, ça déjà, ça peut être un asservissement, puisque personne n'est obligé d'utiliser, contrairement à l'euro. Mais encore une fois, comme ces gens ne raisonnent que par rapport à l'euro et qui ne connaissent que ça, ils imaginent qu'une monnaie ne se conçoit que dans la coercition. Ah oui, et la même jeune fille, un peu plus tard, m'a dit, mais monsieur, vous y connaissez, vous avez bossé l'économie monétaire, tout ça, vous avez bossé le crypto-monnaie, et donc quand vous avez la crypto-monnaie en main, vous savez tout ça. Alors qu'il y a très peu de monde qui savent. Mais moi, je lui ai répondu, mais mademoiselle, mais vous pensez que dans la rue, les gens qui ont des euros en poche, ils connaissent le système de la banque centrale, des banques de Sororon, de la création de monnaie ex nihilo, de la masse monétaire? Ben non, pas non plus. Juste, ils ont une fonctionnalité, ils l'utilisent sans se poser la question de toute l'essence de la monnaie qui est au-dessus, de toute la construction. Exactement. Donc, effectivement, donc peut-être rendre la chose effectivement simple, pédagogiquement l'expliquer, sans forcément avoir besoin de tout comprendre finalement quand on utilise le Bitcoin. Je pense qu'il faut comprendre le mécanisme de la signature électronique et de la maîtrise des clés privées et publiques. Ça, c'est un peu la base de la sécurité numérique et de la souveraineté numérique. Au-delà de ça, effectivement, il n'y a pas besoin de connaître les protocoles dans leurs détails. Et oui, c'est parce que si je veux t'envoyer un peu de Bitcoin, il va falloir effectivement que tu me donnes une information, c'est-à-dire où je peux l'envoyer. C'est ça, mon adresse. Comme pour le courrier électronique, il faut que tu aies mon adresse pour m'écrire. Ben là, il faut que tu aies mon adresse Bitcoin pour m'envoyer des Bitcoins. Mais c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir sur moi. C'est ça.
Ah oui, je reviens sur des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais ça fait partie de ce troisième débat de l'appropriation de ces technologies. Tout à l'heure, tu as dit, comment dire, une prise de contrôle. Tu as parlé de ça comme une menace. Et tu as dit Bitcoin est très robuste face à ce type de prise de contrôle, parce que j'imagine qu'une fois qu'on prend le contrôle, on peut faire de la fausse monnaie, on peut faire justement tout ce que Satoshi voulait éviter, dupliquer des Bitcoins, etc. Oui. Et tu as dit que pour les autres, les preuves, les proof of stake, là, je ne sais plus comment on dit, preuves d'enjeu en français, c'est plus délicat. Alors, moi, je me souviens qu'à une époque, je ne pourrais pas te dire l'année, mais ça remonte aux années où toi, tu as dû rentrer dans le Bitcoin. Il y a eu à un moment donné un regroupement de mineurs qu'on appelait un pool de mineurs qui a failli atteindre une puissance de calcul qui leur aurait permis justement de prendre le contrôle. Et ils se sont d'eux-mêmes fractionnés. Mais est-ce que ce risque pourrait se reproduire? C'est-à-dire qu'on ait une majorité, par exemple 51% de capacité de calcul détenue aux mains de quelques mineurs, et que du coup, comme ils peuvent s'auto-valider ce qu'ils créent comme fausse monnaie, ils peuvent créer toute la fausse monnaie qu'ils veulent en Bitcoin et se l'auto-valider. Est-ce que ça peut arriver ou ça ne peut pas du tout arriver avec Bitcoin? Ça peut arriver, mais quand on est en preuve d'énergie, comme Bitcoin et comme Ethereum jusqu'à présent, mais encore une fois, Ethereum est en train de changer vers la preuve d'enjeu, donc ils seront exposés à ce problème. Les Bitcoins s'en tirent dans le sens qu'on peut, à ce moment-là, venir challenger ceux qui ont pris la majorité, soit en faisant un hard fork. Bon, à ce moment-là, on dit leur chaîne à eux, elle est invalidée, et on change, par exemple, la technologie de hachage et on part sur une nouvelle branche. Donc, il y a des moyens de mettre en place des mesures un peu radicales pour se casser cette logique. On peut aussi rajouter simplement du matériel de minage et augmenter cette chance de prendre la majorité. Voilà, il suffit d'investir dans le matériel de minage et à ce moment-là, ils vont redevenir minoritaires. Et tu vois, je trouve ça incroyable. On dirait, ça fonctionne un peu comme la démocratie. Tu as la majorité. On vote avec du capital. En l'occurrence, là, il faut effectivement acheter du matériel pour pouvoir faire contrepoids. Et alors, la proof of stake, c'est pas mieux, justement. Dans le cas de la preuve d'enjeu, par contre, c'est très différent puisque la preuve d'enjeu, c'est lié au nombre de coins que tu détiens. C'est-à-dire que si quelqu'un détient la majorité des coins, et il suffit de la majorité même relative, malheureusement, sur la preuve d'enjeu, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas en fait avec leurs coins, qui se contentent de les avoir, mais ils ne sont pas forcément des stakers. Ils ne les ont pas engagés, disons, dans la gouvernance. Et à ce moment-là, il suffit d'une majorité relative. Mais en cas de majorité absolue, c'est encore pire parce que dans ce cas, on ne peut pas forcer quelqu'un à vendre ses coins. Contrairement à la preuve de travail où les adversaires peuvent ajouter du matériel, acheter du matériel et venir contester la majorité. Dans le cas d'un preuve d'enjeu, on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre ses coins. Dans ce cas, la prise de contrôle est impossible. Il est impossible de le déloger de cette position dominante dans ce cas-là. Donc ça, c'est un vrai problème de la preuve d'enjeu. Il faudrait imaginer des hard forks à ce moment-là à répétition, des réorganisations. Enfin, on voit qu'il y a des problèmes assez épineux de décentralisation avec la preuve d'enjeu. Mais c'est un peu technique pour ceux qui nous écoutent, mais ils peuvent approfondir ces questions en étudiant ces protocoles. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est un peu abstrait, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la preuve de travail, on peut avoir des prises de contrôle temporaires, mais c'est très difficile de maintenir durablement une majorité, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, les autres vont puisque finalement ça diminue la valeur des coins, donc il n'y a pas d'incitation à prendre la majorité. C'est comme tu le dis, c'est ce qui s'était passé à l'époque où des mineurs avaient pris la majorité, c'était d'eux-mêmes splittés en plusieurs pools de minage. Dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est moins clair, les contre-mesures sont moins claires. Ok. On a une question, et je pense que ça doit être... c'est lié à notre débat sur l'asservissement, parce que c'est une question qui a trait à une forme d'asservissement. Est-ce qu'une institution comme BlackRock peut reprendre la main sur l'Ether, par exemple, ou le Bitcoin, en venant racheter massivement cette monnaie? Alors, le rachat des coins en grande quantité, c'est très difficile parce que c'est des marchés où, évidemment, ça fait bouger les cours. Quand on commence à racheter un coin, ça fait bouger le cours. Donc, ça veut dire que le cours va monter, donc on va racheter les coins de plus en plus chers. Et ça veut dire qu'on ne sait même pas, on sait quand on commence à dépenser de l'argent, mais on ne sait pas quand on s'arrête. Et après, pour quel bénéfice si c'est centralisé,
ça va se voir. À un moment, il y a quelqu'un chez BlackRock qui va le dire, ça va fuiter, et donc la valeur du coin va tomber à zéro. Donc je vois pas trop en théorie. C'est un peu comme parler de la météorite qui peut tomber sur notre maison et mettre fin à cette conférence. C'est sûr qu'une météorite peut tomber sur la maison et mettre fin à la conférence, mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette conférence en toute sérénité. Donc je pense que pour les crypto-monnaies, c'est pareil, il y a plein de choses qui peuvent leur arriver en théorie, mais en pratique, ça n'arrive pas, quoi. Donc on va pas passer trop de temps à en avoir peur. On sait juste que ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est à la fois très improbable et surtout en théorie des jeux, c'est des stratégies perdantes pour ceux qui les... C'est toute la beauté de la théorie des jeux, c'est qu'effectivement, les crypto-monnaies sont protégées par la théorie des jeux. Donc, les gens qui mettraient en œuvre des attaques comme ça, à la fin, seraient perdants. Donc, il n'y a pas d'incitation à le faire, en fait. Encore une fois, les seuls qui ont intérêt à faire ça, c'est des gens bon, on connaît la Corée du Nord qui ferme Internet pour rester la Corée du Nord, j'ai envie de dire. Hein, si la Corée du Nord ouvre Internet, ça devient la Corée du Sud. Donc, ça se comprend. Sur les crypto-monnaies, on ne voit pas trop l'intérêt d'un État de fermer Internet pour empêcher les crypto-monnaies de se développer, parce que tous les autres États du monde vont utiliser ces monnaies. Donc, économiquement, c'est des canaux supplémentaires, c'est de la concurrence, ça rend les monnaies plus performantes. Enfin, quel que soit l'angle sur lequel on le regarde, c'est plutôt un accélérateur de l'économie. Donc ça les mettrait en dehors du jeu économique en partie. Donc, on ne voit pas trop les incitations, l'alignement des incitations dans ce cas-là. Et puis, je complète ce que tu dis, c'est non seulement un accélérateur de l'économie, mais ça s'inscrit dans une démarche générale, peut-être accélérée par la crise épidémique qu'on a tous traversée, mais qui était déjà là en amont, comment je peux le rappeler, l'économie du partage, l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi, une volonté de travailler de manière décentralisée pour produire des objets dans des maker spaces, dans des fab labs, pour consommer collaborativement, qu'est-ce que je peux citer encore, pour même apprendre en dehors de toute forme centrale de possession du savoir, tu vois, en échangeant directement entre nous. Et je dirais même la finance aussi, d'une certaine manière, si je puis me permettre, le crowdfunding, c'était aussi une manière d'échapper à la centralité du système bancaire en cotisant directement pour des projets qui nous semblaient essentiels. Donc, tu vois, Bitcoin, finalement, bon, je sais que ce n'est pas concerté tout ça, mais ça arrive à un moment de la civilisation où il y a comme une recherche d'autre chose, tu vois, comme une volonté de construire autre chose ensemble, des choses communes, différentes, de quelque chose qui nous sera asséné par une autorité orwellienne, centralisatrice, etc. Tout à fait. Alors, le crowdfunding que tu cites, c'est un très bon exemple, puisqu'effectivement, le problème du crowdfunding, c'est que c'est régulé. Et donc, les plateformes de crowdfunding sont obligées de passer par une tuyauterie euro traditionnelle avec des banques qui prennent des grosses commissions. Et il y a toutes les limites liées à avoir des plateformes locales. Donc, le crowdfunding n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir, enfin, qu'il pourrait avoir, s'il utilisait les crypto-monnaies. Or, les crypto-monnaies sont, je dirais, by design, enfin, par conception, sont des outils idéaux pour faire du crowdfunding. Alors, les gens l'ont compris en émettant, évidemment, des crypto-monnaies, la fameuse vague des ICO en 2018, c'est-à-dire des monnaies pour financer des projets. Hein. Donc, c'est ça. Et les chiffres, à ce moment-là, ont dépassé très, très, très largement ceux du crowdfunding. Hein. On parlait en milliards. Des sociétés qui ont levé plusieurs centaines de millions, ce qui en crowdfunding n'était évidemment pas pensable. Dans le crowdfunding, on est sur des montants de quelques millions au maximum, voire de la dizaine de millions dans le meilleur des cas. Et surtout avec des taux de commission de la plateforme de crowdfunding, des pourcentages de commission très élevés avec un système centralisé. Alors que dans le cas des crypto-monnaies, le taux de commission, évidemment, était beaucoup plus faible. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont effectivement, là, on commence à parler de ça, c'est commencer à parler de la decentralized finance, de la DeFi hein, dans le jargon actuel. C'est qu'une des nombreuses applications de la finance traditionnelle qui va migrer sur les crypto-monnaies pour des raisons, pour de multiples raisons, mais c'est juste une mise à jour technologique qui a plein d'impacts positifs sur les usages en question. Ok. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Pierre? Écoute, non, j'ai dit moi ce que je pensais essentiel. Non, au contraire, je voulais éventuellement t'entendre sur une conclusion là-dessus, puisque
un œil différent. Il y a un moment Ouais, j'ai vraiment l'œil neuf en fait, l'œil de celui qui découvre, de l'enfant qui est un peu ébahi par ce qu'il voit. Mais moi personnellement, ma conclusion, c'est que c'est une expérience juste incroyable. Je pense pas qu'elle fasse craindre quoi que ce soit à l'État en fait. Bien sûr, souvent on avance le fait que c'est un projet anarchiste, un projet mais c'est un projet qui peut tout à fait être, comment dire, qui peut cohabiter en fait avec l'État et sa centralité. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas, de mon point de vue, de souci. Il offre une liberté de choix qui est complètement inattendue dans le domaine monétaire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je découvre en fait. Il n'y a pas vraiment de... Si, il y a des théories quand même. Il y a par exemple Hayek qui a dit que... Enfin, il n'a pas parlé du Bitcoin évidemment, mais il a dit que... Effectivement, il y a plusieurs monnaies privées qui se font concurrence et chacune d'entre elles bâtit son système institutionnel et seules les plus efficaces survivent. Alors, on pourrait avoir cette vision hayekienne de la crypto-monnaie, mais sans pouvoir encore le développer complètement, j'ai le sentiment que ça ne s'applique pas bien. En fait, c'est beaucoup plus que ça et que ce n'est pas une simple vision hayekienne. D'ailleurs, il me semble qu'un des articles du journal Le Monde que je cite compare le Bitcoin à une vision, comme je viens de le dire, hayekienne. Il me semble qu'il y a plus que ça. Ça permet, c'est un vrai bien commun partagé par tous, ça permet d'inclure financièrement des gens qui étaient exclus du système bancaire, ça permet de tracer toutes les aides et les financements qu'on donnerait, ça éviterait la corruption, ça éviterait l'évasion fiscale. De mon point de vue, il y a une synergie très forte qui peut exister, et c'est même, paradoxe de l'histoire, même les banques elles-mêmes sont en train de parler d'adopter elles-mêmes cette technologie pour leur propre banque, système de monétaire privé. Ça montre la puissance quand même de cet outil qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Voilà Pierre, la conclusion intermédiaire que je fais à l'état actuel de ma pensée. Et j'ai une éditrice qui m'a demandé d'écrire un bouquin sur les crypto-monnaies. Donc il se peut que je te passe des coups de fil pour expertiser. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et merci Hassen pour ta perspective sur la question. Merci à tous. Bonne soirée.